Cette prise d'otage n'est-elle pas une mission, entre guillemets, suicide des islamistes? Enfin, les islamistes qui sont là font partie de ce qu'ils appellent, eux, les martyristes, c'est-à-dire des gens qui sont prêts à mourir éventuellement dans ce type d'opération. Mais c'est clair, oui. N'y a-t-il pas un risque que les terroristes fassent sauter le site? Parce que c'est possible. Alors les Algériens ont arrêté la production de gaz. Ils ont fermé parce qu'effectivement, il était tout à fait possible qu'ils fassent ce type d'action. Donc c'était logique. Enfin, l'idée était juste et la production est stoppée en ce moment. Et les Algériens ne peuvent pas arrêter la production pendant longtemps. Frappant la ressemblance entre cette prise d'otage massive en Algérie et les prises d'otages massives faites par les islamistes tchétchènes en Russie il y a quelques années. Et la riposte des Russes ressemble à celle des Algériens et inversement. Les Algériens ont été à l'école russe concernant les prises d'otages massives et ils sont en train d'appliquer les mêmes méthodes. Ça doit nous inquiéter ou nous rassurer? Je sais pas. C'est inquiétant pour les personnes. Non, les terroristes voulaient partir avec les otages. Vous imaginez le camouflet pour l'armée algérienne de voir et d'assister comme ça à des terroristes partir avec des otages. Donc il fallait absolument couper. Céder aux terroristes ou risquer la vie de centaines d'otages, y a-t-il une bonne solution? Non. Très difficile pour l'Algérie. Elle était dans une équation vraiment terrible. Négocier, ça n'a pas marché. Je pense qu'il y avait eu des pressions amicales de la part surtout des Britanniques pour privilégier le processus de négociation. Mais l'Algérie, elle est quand même dominée par ce dogme de ne pas négocier avec les preneurs d'otages. Qu'est-ce qui reste comme option par l'Algérie? C'est difficile. C'est le dilemme du commandant en chef qui voit un avion civil détourné par des terroristes. L'avion va s'écraser sur une ville. À bord, il y a 150 passagers. Vaut-il mieux sacrifier les 150 passagers, c'est-à-dire descendre l'avion, ou accepter la mort de dizaines de milliers de personnes dans la ville en question? C'est un dilemme moral. Pourquoi ne pas créer une armée européenne? Bon, c'est en discussion, mais pourquoi faire? Parce que, comme le faisait remarquer Daniel Cohn-Bendit avant-hier, il y a 1 500 000 militaires assez peu occupés sur l'ensemble du territoire de l'Union européenne, et on se dit qu'ils pourraient peut-être servir à quelque chose. Je crois que c'est la fausse. Pardonnez-moi de le présenter de façon provocante. Pour paralyser une force militaire, on crée un état-major multinational façon ONU, et on a l'exemple de ce qui se passe au Congo, c'est-à-dire une force de 20 000 hommes qui ne sert à rien. Moi, je crois plutôt aux forces montées ad hoc, comme on dit, avec des brigades entraînées pour cela, habitués à travailler ensemble, mais pas forcément unis sous le même drapeau, ça n'apporte rien. Pourquoi ne pas avoir tout fait pour récupérer les armes après la chute de Kadhafi? Alors, excusez-moi, c'est à la fois très facile à dire et parfaitement légitime comme question. Roland Jacquard. Il y a eu des programmes, il y a eu des vrais programmes gouvernementaux, des programmes des Américains, des compensations financières, des programmes des Américains, etc. Il y a eu... Mais il y avait beaucoup d'armes qui avaient déjà filé. Avant même la chute de Kadhafi, il y avait des convois qui traversaient, qui allaient se réfugier là-bas. Des compensations financières, vous voulez dire que les Américains sont allés essayer de racheter les armes qu'ils avaient vendues? Non, à travers le gouvernement. Le gouvernement, le CNT déjà, avant le gouvernement, a demandé aux insurgés de déposer des armes et avoir une compensation financière. C'est-à-dire l'idée de dissoudre les milices militaires qui ont beaucoup d'armes. Mais il faut rappeler une chose, une vérité, c'est que les armes ne datent pas seulement d'intervention militaire. La Libye, c'était un stock d'armes. Et d'ailleurs, qui n'était pas destiné à la Libye, il est destiné plutôt à exporter au Tchad. Il a donné beaucoup de mains, y compris pour la France. Donc ces armes-là ne datent pas seulement de la Révolution, mais de bien avant. Le problème, c'est qu'il y a des missiles solaires qui sont entre les mains de groupes djihadistes. Et ça, c'est extrêmement inquiétant, même si c'est d'un maniement qui n'est pas toujours facile, mais c'est très extrêmement inquiétant. Sans être provocateur, je dirais qu'une partie des armes de Kadhafi a bien été récupérée par les libérateurs, par les milices qui ont libéré. Elles ont pris les stocks d'armes. Qu'est-ce qu'elles font là depuis 1 an et demi? Elles les vendent. Elles les vendent, du trafic. Elles financent leur propre existence, ces milices de libérateurs libyens, en vendant des armes. Les Touaregs pourraient-ils devenir des alliés? Ah oui. Alors justement là, il y a le MNLA qui a proposé ses services. Le MNLA, c'est les Touaregs laïcs. Voilà. Ils ont proposé leurs services à la fois à l'armée française et à la mission de l'ONU. Et c'est là où le message de la France est extrêmement délicat en ce moment, est terrible, parce que quand François Hollande et ses ministres parlent de terroristes, on affronte des terroristes, mais quelle aberration pour l'avenir! On est en train d'insulter l'avenir, parce que dans ces terroristes, dans ce grand sac, il y a des nationalistes touaregs, des gens avec qui on peut s'entendre, qui demandent un peu plus de justice, un peu plus d'autonomie dans le cadre du Mali, c'est tout. Donc là, on fait, c'est très curieux, François Hollande a un discours bushien qui est étonnant.
Mais le MNLA a commis une erreur, rappelez-vous. Avant même cette opération, c'est-à-dire quand il a demandé l'autoproclamation, c'est-à-dire on devient un État indépendant. Et c'est là que c'était un petit peu... D'abord, ça fait peur aux Algériens, parce que les Touaregs ne sont pas seulement au Mali. Moi, je dirais, vous savez qu'il y a un joli proverbe arabe qui dit « un bon chef, c'est un chef qui sait rattraper à un plat mal parti ». Vous savez, les Américains ont fini par trouver une bonne solution. Rappelez-vous Fallujah, Takrit, Ramadi. Il fallait absolument, quand il y avait les djihadistes là, il fallait armer les habitants. C'est-à-dire construire des relations de confiance avec les gens de la localité pour leur dire votre ennemi est notre ennemi et c'est à vous de le combattre, c'est pas à nous. Malheureusement, on n'a pas essayé cette option dans cette région. Ces terroristes évoluant dans le désert, ne peut-on pas maîtriser les points de ravitaillement en eau et en carburant? Alors, non, mais... C'est logique comme question, et en même temps, on se dit, il n'y en a pas des dizaines de milliers de points de ravitaillement, et en même temps, on est quand même en train de parler du désert, c'est-à-dire d'immensité absolument invraisemblable, et même pas, je pense, facile à imaginer. Oui. Donc voilà, c'est ingérable, ça? Il y a des centaines, des milliers de points de ravitaillement où vont les civils. Les caravanes civiles se ravitaillent aussi. Ce qui est plus intéressant, et là c'est un gros travail de renseignement, c'est d'identifier où sont les stocks d'eau, de carburant, de munitions, de victuailles des groupes islamistes. Là, c'est plus intéressant. Et certains ont déjà été cassés par notre aviation. C'est ça le vrai travail. Mais je dirais qu'après la guerre, il faudra aussi s'entendre avec les gens du Nord, notamment les Touaregs. Donc il ne faut pas trop casser de choses là-bas. Peut-on comparer la guerre au Mali avec celle en Afghanistan? Alors c'est ma crainte. Les Américains y ont été jusqu'à 130 000 hommes sur le terrain. Ils n'ont jamais réussi à en finir avec l'insurrection talibane. Ils n'ont jamais. Et maintenant, les réticences d'Obama, Obama a fait 4 ans d'attaque, il finit aujourd'hui par accepter que les talibans ouvrent un bureau de négociation à Doha, il finit par pousser le président Karzai à négocier. Donc ne refaisons pas la même erreur. Plus il y a de troupes au sol, plus il y a de problèmes. C'est une évidence. Lorsque la solution passe forcément par d'autres troupes, si on veut des troupes au sol, mais pas des troupes occidentales. La solution, c'est de reconstruire d'abord l'État malien pour qu'il ait une légitimité. C'est ça. Et puis aussi, il faut rester, je veux dire, proche des réalités et terre à terre. À votre avis, combien ça représente d'hommes, ces combattants terroristes islamistes? Si vous nous posez la question, c'est que vous devez avoir la réponse. Ouais, tout groupe confondu. Non, mais parce que on a l'impression qu'on a affaire à une force extraordinaire. Mais non, ils sont pas plus de 2000, 2500. C'est extensible. Voilà, avec de temps en temps, ils recrutent quelques-uns, etc. Donc je pense que quand même, c'est un problème qui peut se résoudre. Merci beaucoup les uns et les autres d'avoir participé à cette émission qui sera rediffusée à 22h30 ce soir. Je vous rappelle, 22h30. Et je vous rappelle que le président Hollande vient d'indiquer que la prise d'otage en Algérie sur le complexe gazier à l'est du pays était en train de se dénouer dans des conditions dramatiques. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve demain à 17h45 pour un nouveau C'est dans l'air. Et auparavant, Axel de Tarlet recevra son invité en direct. À demain.